Bonjour à tous et bienvenue à Station V by Villogia. Je suis Leïla Grenu et nous lançons aujourd'hui une nouvelle édition de Midi 29 Quoi de neuf. Pour ce second épisode, je suis très heureuse d'accueillir Claire Letertre. Bonjour Claire. Bonjour Leïla. Claire, vous êtes responsable de la recherche chez Leroy Merlin, dont Leroy Merlin Source est le réseau sur l'habitat. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons échanger sur l'habitat de demain et sur les études que vous menez à ce sujet. Mais dans un premier temps, pouvez-vous me dire pourquoi une enseigne comme Leroy Merlin a-t-elle choisi de se doter d'un centre de recherche ? Oui, bien sûr. Alors, Leroy Merlin a décidé de s'entourer de chercheurs, d'experts de l'habitat pour aider dans les réflexions menées sur l'évolution de l'habitat, des modes d'habiter. Et c'est pour cela que Leroy Merlin Source a été créé en 2005 pour pouvoir mieux connaître les habitants, leurs habitudes et pouvoir avoir des prises de parole qui soient plus justes et plus pertinentes. Et concrètement, Leroy Merlin Source, c'est quoi ? Leroy Merlin Source, c'est le réseau de recherche de Leroy Merlin sur l'habitat, dont le fil rouge est l'habitat durable. Mais en plus de Leroy Merlin Source, moi je supervise aussi d'autres réseaux de recherche qui sont issus de partenariats liés entre l'entreprise et l'université. On a un partenariat qui a été signé avec l'Université de Lille sur la création d'une chaire qui s'intitule Trends et qui est plutôt spécialisée sur les évolutions des métiers du retail, les nouveaux modes de consommation. Ensuite, j'accompagne aussi le magasin de Nice sur un partenariat qu'il a signé avec l'Université Côte d'Azur sur une chaire qui s'appelle UX for Smart Life, Home and Mobilité. Donc là, qui est plutôt à s'intéresser sur l'habitat de demain, mais plutôt avec un angle connecté, voilà. Et puis, donc Leroy Merlin Source, plus particulièrement, c'est une soixantaine de chercheurs avec qui on réfléchit au quotidien, avec qui on mène des recherches. Depuis 2011, il y a 60 chantiers de recherche qui ont été menés. Et donc, voilà, c'est une activité de recherche et on les accompagne depuis la définition du sujet jusqu'à leur valorisation, puisqu'on accompagne aussi les chercheurs sur de la communication, sur le montage d'expositions, sur des interventions en table ronde, en colloque, etc. D'accord. Et vous avez des méthodes de travail particulières, j'imagine ? Oui, en fait, sur chaque recherche, on a à cœur de combiner les compétences et les regards. Donc, on a une approche pluridisciplinaire, ce qui fait que sur une recherche, on va pouvoir avoir un sociologue qui va travailler avec un designer, un sociologue avec une ingénieure, ou encore un géographe, une photographe et une ethnologue, pour avoir des contenus de recherche qui soient originaux et très riches. Et d'ailleurs, en termes de contenu originaux et très riche, vous avez amené cette publication ? Oui. Donc en fait, on a publié fin d'année dernière un ouvrage qui s'intitule Apprendre à habiter et qui restitue les recherches qui ont été menées par les chercheurs du réseau entre 2020 et 2023. Voilà. Donc ce livre est disponible sur leroymerlinsource.fr puisque toutes nos recherches sont disponibles en open source, donc accessibles à tous, et vous pourrez avoir donc les contenus de cet ouvrage sur le site. Donc on le voit très bien dans votre publication. On sait qu'à la suite de la crise du Covid, de nouvelles pratiques ont émergé, qu'il y a eu de profonds changements dans la manière d'habiter chez soi. Que retiendront principalement de ces évolutions ? Alors en fait, le Covid a vraiment été un accélérateur de tendances, de signaux faibles qui étaient déjà présents, mais peu visibles. Un des sujets les plus emblématiques, c'est le télétravail. Donc en fait, avant le Covid, il y avait déjà des expérimentations sur des espaces de travail qui ressemblaient à la maison voilà, qui accueille le télétravail. Donc ça a vraiment été exacerbé. Et les chercheurs qui ont mené une recherche sur le sujet, c'est Jawida Seili, Tanguy Mousserion et Patrick Rosenblatt. Ils se sont associés à une designeuse donc qui est Sandra Villet sur la deuxième partie, et ils ont mis en avant le concept de trabitat, donc qui est une contraction entre travail et habitat, qui montre qu'en fait les frontières ne sont plus si visibles que ça entre l'habitat et le travail. On trouve des espaces et des traces du travail dans le logement un peu partout, parce que finalement peu de personnes ont quand même une pièce dédiée au travail, et donc il y a plus non plus ce sas qui était constitué par la mobilité, par le fait d'aller au travail ou d'en revenir, qui permettait aux habitants de se projeter dans le travail à l'aller et de décompresser pour passer à un autre moment dans l'habitat. Et donc, les habitants qui ont été interrogés
mettent en avant que c'est un vrai manque et que ils ont beaucoup de mal aussi à cantonner le travail dans leur habitat, que ce soit en termes d'espace mais aussi de temps, et surtout pour les femmes en fait, qui devaient combiner le travail, la vie de famille, la vie domestique, etc. Donc ce qu'il en sort aujourd'hui, c'est que oui, le télétravail s'installe et s'est installé dans la vie professionnelle, en tout cas pour une certaine catégorie de la population, hein, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc pour certains, c'est un vrai moment et un espace de liberté pour mieux gérer aussi son temps, et pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir trouver l'équilibre qui convient à l'habitant, aux salariés, mais aussi à l'entreprise, pour pouvoir combiner un petit peu des deux. Et on sait d'ailleurs, par rapport au télétravail, par rapport à beaucoup d'autres choses, mais pendant le Covid, les habitants ont investi aussi, ont consommé par rapport à leur intérieur, on en pris soin, ont créé, ont rénové. On en est où aujourd'hui de ces tendances-là? Alors c'est vrai que pendant la crise du Covid et juste après, enfin vraiment 2020-2021, les gens étaient chez eux tout le temps. Donc ils ont eu besoin et ils ont eu du temps aussi pour se réapproprier ce logement et pouvoir faire les travaux qu'ils avaient toujours remis à plus tard. Donc effectivement, il y a eu un fort investissement à la fois des espaces intérieurs mais aussi des espaces extérieurs, hein, puisque en plus 2020 a été une année assez estivale, en tout cas très tôt dans la saison. Besoin de nature, besoin de verre, d'investir l'extérieur. Et c'est vrai que là, en plus avec la crise économique, la chute du marché immobilier auquel on est confronté, c'est un peu plus compliqué. Et puis les gens, voilà, ils ont été enfermés chez eux pendant quasiment 2 ans, donc ils ont envie de sortir, ils ont envie de profiter. D'où voilà le fait que le tourisme, au contraire, lui, se porte un peu mieux. Voilà, mais il y a de toute façon toujours ce lien à l'habitat qui est fort parce que les habitants veulent s'approprier leur logement, et d'autant plus quand ils achètent un logement. Parce que l'emménagement, c'est un vrai moment important pour les habitants, s'approprier ce logement. Quand il y a une reconfiguration de la famille aussi, quand on accueille un nouvel enfant, quand on se met en couple, etc., il y a besoin aussi de faire lien avec cet habitat qui nous entoure et s'approprier pour se créer son chez-soi. Et justement, dans cette crise sanitaire, on a amené les Français à adopter de nouveaux gestes barrières chez eux. Et il y a un sujet sur lequel vous avez particulièrement travaillé chez Leroy Merlin Source, qui est la qualité de l'air. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Oui, alors la recherche dont vous parlez, elle a été menée par Gaëtan Brispierre, qui est sociologue, et Claire-Sophie Quedvez, qui est ingénieure au sein de Medieco. Et l'objectif était de comprendre les relations que les habitants entretenaient avec la qualité de leur air intérieur. Et puis, s'il était possible, dans une seconde phase de l'étude, d'accompagner au changement de pratique pour justement améliorer cette qualité de l'air intérieur. La première phase a consisté à aller chez les habitants, les observer, comprendre leur rapport à cet air chez eux, comment ils la comprenaient. Et en fait, ce qu'ils ont pu mettre au jour, c'est qu'il y avait beaucoup d'a priori, de méconnaissances sur ce sujet-là. Et une petite anecdote d'un habitant, il avait bien compris en fait qu'il faisait très chaud sous les combles, là où il travaillait, très frais dans la cave. Et donc, il s'était dit, si j'amène l'air frais en haut, ça pourra améliorer mon confort. Donc il a bidouillé, il a bricolé une sorte de VMC avec un ventilateur à l'envers pour aspirer et faire remonter l'air de la cave. Sauf que dans sa cave, il se trouvait une cuve fuel, il bricolait, donc il y avait des sciures de bois, et finalement, avec cet air frais, il faisait remonter toute la pollution de son espace de cave. Voilà, donc les habitants ne connaissent pas en fait comment l'air circule chez eux, pourquoi il y a des petites aérations au niveau des fenêtres, pourquoi les portes sont surélevées. Donc pour en fait laisser passer l'air, à quoi servaient les bouches de VMC? Parce que ce qu'on a observé aussi, et notamment dans le logement collectif, c'est que beaucoup d'habitants obstruent en fait ces bouches. Ils obstruent ces bouches de VMC parce que ça fait trop de bruit, oui. Parce que c'est froid, oui. Et parce qu'en fait ils savent pas d'où vient cette air. On connaît pas l'utilisation, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Et donc comment ça circule? Est-ce que c'est partagé avec d'autres locataires? Voilà. Et donc il y a eu beaucoup de pédagogie à réaliser parce que le type de croyance aussi qui était présent chez les habitants, c'était que pour eux un air sain, c'est un air qui sent bon. Alors qu'en fait, un air sain et propre, il ne sent pas.
Ils ne sentent pas la bougie, ils ne sentent pas les parfums d'intérieur, ils ne sentent pas la javel ou les produits d'entretien. Donc voilà, c'est toute une pédagogie, un accompagnement qu'il a fallu faire. Parce que voilà, c'est ancré culturellement de façon très profonde. Quand on reçoit quelqu'un, on veut que ça sente le propre, on veut que ça sente bon. Donc on allume une petite bougie, etc. Donc on dit pas du jour au lendemain, faut tout arrêter. C'est aussi faire comprendre que si on allume une bougie, après il faut aussi aérer très régulièrement. La pratique de l'aération du matin, elle est plutôt connue et pratiquée. Par contre, celle du soir, quand on rentre, elle est pas prise. Donc, c'est aussi penser, quand on rentre chez soi le soir, d'ouvrir aussi un petit peu pour renouveler l'air. Et surtout que peu de gens savent finalement que l'air intérieur est quasiment plus pollué que l'air extérieur. Tout à fait. L'ADEME a montré que l'air intérieur était 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc après, il faut aussi faire attention là où on habite. Si on habite au bord du périph', que le matin c'est très pollué parce qu'il y a beaucoup de passages de voitures. Voilà, il faut ajuster aussi les moments et les périodes d'ouverture du logement, mais effectivement, il faut aérer et renouveler l'air. Alors, dans le soin qu'on porte à son habitat, à sa santé, on note aussi de nouvelles pratiques de consommation qui sont plus écologiques. On sait que les Français consomment de manière plus responsable aujourd'hui, en passant par la seconde main, par le réemploi. C'est ce que vous appelez, vous, dans votre étude, la petite économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ? Oui, donc en fait déjà il faut savoir que l'économie circulaire c'est un thème qui est très peu appréhendé par les Français et qui est très fortement associé à la pratique du tri des déchets. Ça, on le voit depuis plusieurs années. C'est bien ancré maintenant dans nos pratiques. Par contre, tout ce que ça peut englober d'autres comme pratique, c'est beaucoup moins connu. Donc, effectivement, on a la pratique de la location. Nous aussi qu'on essaye de développer dans nos magasins de plus en plus. Mais il faut savoir que les habitants ne louent pas tout. Parce qu'il y a quand même un fort sentiment d'appropriation et d'importance accordée à la propriété. Parce que je peux en avoir besoin à n'importe quel moment, donc c'est aussi la liberté de pouvoir en disposer quand on veut. C'est aussi d'être sûr qu'on va bien en prendre soin, etc. Mais voilà, aujourd'hui, de plus en plus, quand on voit que par exemple une perceuse n'est utilisée que 19 minutes dans une vie, on peut vraiment se poser la question de l'intérêt de l'avoir chez soi, qu'elle dorme, alors qu'au contraire, elle pourrait être mutualisée avec des voisins, avec d'autres habitants. Et puis le fait de pouvoir passer par une enseigne, c'est aussi le gage que ce sera remis en état, de la sécurisation, de la confiance, de la conformité, etc. Donc ça peut être intéressant de plutôt se détacher de la propriété sur ce type d'objet pour aller vers plutôt de l'utilisation et de l'usage. Et vous parlez d'une théorie des 4 R, alors qui nous intéresse particulièrement parce qu'on a fait pas mal de Repair Café ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la théorie des 4 R ? Oui, alors la théorie des 4 R, c'est recycler, réutiliser, réemployer, réparer. Et derrière, on peut mettre toutes sortes de pratiques. La réutilisation, c'est aussi la location. Dans le réemploi, ça peut être aussi l'achat de produits d'occasion, de seconde main, qui se développent aussi avec les plateformes qu'on voit se développer un peu partout. Et puis évidemment la réparation qui est très valorisante pour les habitants parce que ça procure un sentiment de satisfaction et de plaisir qui est supérieur à l'achat du neuf. Voilà. Le faire soi-même. Oui, ouais. Tout à fait. Parallèlement, vous expliquez que consommer responsable, ça peut être paradoxal parce qu'en fait les plateformes numériques elles nous poussent aujourd'hui à consommer plus et plus vite. Comment on peut retrouver l'équilibre ? Alors effectivement, de consommer des produits d'occasion, ça aurait moins d'impact que de consommer des produits neufs. Sauf que, et les chercheurs notamment de la Share Trends l'ont montré, c'est que souvent ces achats de produits d'occasion sont associés dans 50% des cas à une surconsommation qui est liée à de l'accumulation d'objets et puis au fait que on va acquérir beaucoup d'objets parce que c'est moins cher et puis qu'on va peut-être avoir une meilleure capacité de revendre des produits derrière. Donc finalement, si on consomme des produits d'occasion encore plus que des produits neufs, ça peut avoir un effet contre-intuitif. Donc il faut vraiment pouvoir bien équilibrer les choses et pouvoir être raisonnable et responsable dans nos modes de consommation. Et est-ce que ces nouvelles pratiques de consommation ont eu un impact concret sur l'habitat
sur l'espace? Alors, on le mesure pas, mais c'est sûr que ça a un impact évident, notamment sur l'espace, parce que le logement devient une sorte de hub domestique. Les produits rentrent, sortent, restent plus ou moins longtemps, sont entreposés à des endroits, parfois vont ressortir tout de suite. Les cartons, on le voit beaucoup. On se fait livrer chez soi, on garde les cartons parce qu'ils vont nous être utiles si on revend des produits. Donc, c'est de l'emballage facilement réutilisable, et donc les habitants vont avoir besoin d'espace, de coins pour entreposer ces cartons, entreposer ces produits qui sont en attente d'être vendus une fois qu'ils sont publiés sur les plateformes. Et puis voilà, il va falloir faire tourner tout ça pour que ce soit plus évident et pratique au quotidien. Et peut-être que d'ailleurs dans les habitats collectifs, on pourrait imaginer des pièces collectives qui permettrait aux gens d'entreposer, de stocker et d'être adaptés finalement à ces pratiques-là. Ah, tout à fait, dans le collectif, d'avoir des espaces mutualisés pour différents types d'usages, que ce soit de l'entrepôt de produits, une pièce en plus pour travailler ou accueillir une personne âgée ou un enfant qui revient, que ce soit accueillir un ami temporairement ou pas, c'est tout bénéfice pour la qualité d'habiter. Donc paradoxalement, on sait que le nombre d'objets dans la maison ne cesse d'augmenter, des objets qui sont numériques, connectés, avec des fonctions de plus en plus intelligentes qui sont introduites grâce aux nouvelles technologies. À travers cette étude, que retenez-vous du lien qu'ont les habitants à ces objets aujourd'hui? Oui, alors je fais lien aussi avec une étude de l'ADEME qui montrait que en moyenne, chaque foyer possédait à peu près 88 équipements techniques. Et donc nous, on a réalisé une recherche sur la façon et sur le lien qu'entretiennent les habitants avec leurs objets. Donc c'est une recherche qui avait été menée par Émile Loge, Benjamin Pradel et Julie Guéral. Et donc ils ont mis en avant 4 typologies d'habitants. On a l'habitant asservi, qui lui ne possède pas du tout d'objets techniques et qui donc doit tout faire lui-même. On a l'habitant libéré, qui lui possède beaucoup d'objets et qu'il va déléguer un certain nombre de tâches, voire toutes les tâches, à ces objets, et donc ne plus avoir la main sur ceci. On a ensuite l'habitant émancipé. Donc lui, il possède des objets, mais par contre, il va s'attacher à faire attention à ces objets, à en comprendre le fonctionnement, à vouloir le démonter, le réparer, l'utiliser vraiment en fonction de ses besoins. Et puis on a l'habitant frugal qui lui va avoir un peu de réticence à utiliser ces objets, parfois les mettre dans un placard et les oublier. Et là, les chercheurs ont mis en évidence le terme de féralisation qu'ils ont emprunté aux sciences animales, qui est le fait d'abandonner donc un objet, le laisser un petit peu dormir et vivre sa vie, le laisser reprendre son côté sauvage. Et donc voilà, c'est ces 4 typologies d'habitants qu'ils ont mis en avant. Et avec l'approche design qui était comprise dans cette recherche, Julie Guéral a notamment mis en place des petits modes d'emploi en fait d'objets pour accompagner soit à moins les utiliser, ou en tout cas à reprendre la main, à avoir plus de conscience. Et je donne juste un exemple, elle a réalisé un petit format audio type méditation pour faire la vaisselle soi-même. En pleine conscience. Voilà, en pleine conscience, et ne pas systématiquement tout mettre dans le lave-vaisselle et puis ne plus Donc c'est reprendre conscience et reprendre le sens aussi sur ce qu'on fait. Alors justement, sur ces objets connectés, entre la promesse d'un distributeur sur son utilisation et la réalité à la maison, ça se passe comment? Alors, on a de tous les profils. Il y en a qui vont être à fond et qui vont les utiliser, puis il y en a d'autres qui vont être plus sceptiques. On a beaucoup en fait cette idée que si on enlève la partie connectée ou intelligente de l'objet, on va prolonger sa durée, parce que il y a l'obsolescence programmée dont on parle pas mal, et puis il y a aussi le fait qu'aujourd'hui on est habitué aussi à avoir des objets qui soient facilement utilisables intuitivement, à l'image du smartphone, et donc d'avoir un objet connecté où il y a une notice qui fait 300 pages, en fait les habitants n'ont pas envie de l'utiliser. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit facile, encore une fois intuitif, et donc il va y avoir aussi parfois cette méfiance par rapport au connecté, l'utilisation des données personnelles,
à qui elles sont envoyées, comment elles sont utilisées. Donc il y a de la méfiance, et d'autres au contraire ils vont dire peu importe, moi ce qui m'intéresse c'est que ça fonctionne bien, que ça me facilite la vie, etc. Ça me fasse gagner du temps notamment. Voilà, tout à fait. Et donc cette utilisation, ces nouvelles pratiques, est-ce que ça veut dire que le logement de demain sera encore plus connecté ou moins connecté que celui d'aujourd'hui ? Alors j'imagine que il sera plus connecté parce que les objets connectés qui se développent, l'IA, l'importance, ça va quand même de façon assez croissante. Par contre, moi ce que je vois sur les pratiques des habitants, c'est que parfois il y a aussi une réticence à trop connecter ou trop domotiser son logement. Et puis si on se dit, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est toute la quantité d'énergie que requiert en fait l'utilisation de ces objets, la tension sur l'approvisionnement énergétique demain, si c'est plus difficile, il peut y avoir aussi de plus en plus de pannes de courant, de pannes d'électricité, et donc si on a un habitat qui est complètement connecté, demain, comment on fait pour pouvoir continuer de s'alimenter, d'ouvrir les volets, etc., à moins que le logement devienne une unité de production d'électricité ou d'énergie. Et ça, c'est ce qu'on peut de plus en plus voir avec l'installation de panneaux photovoltaïques, parfois de petites éoliennes qui émergent à droite à gauche, même avec la constitution aussi, ce qu'on peut voir dans certains territoires, de communautés d'énergie, où l'habitant qui possède en fait des panneaux photovoltaïques peut se mettre à revendre en fait la production de trop plein d'énergie à ses voisins ou à la collectivité. D'accord. Alors Claire, en résumé, c'est quoi pour vous l'habitat de demain ? Alors l'habitat de demain, en tout cas, on va dire à échéance même 2050, je vais peut-être vous décevoir, mais en fait, il est déjà là. On fait avec les bâtiments qui existent, avec la ville du déjà là. Les bâtiments qui seront en 2050, ils existent déjà, comme les bâtiments qui sont aujourd'hui existaient déjà il y a même 100 ans. Donc il va falloir faire avec l'habitat, en tout cas ce qui existe déjà, notamment par rapport au réchauffement climatique, au changement auquel on est confronté. On le voit, on a beaucoup accentué aujourd'hui sur la thématique de la rénovation énergétique pour s'adapter au confort d'hiver, et puis aussi parce que les habitats ont une empreinte carbone trop élevée, donc oui, il faut la réduire. Donc c'est en faisant beaucoup de travaux sur les enveloppes, sur l'habitat déjà existant. Donc il y a le confort d'hiver, mais ce qui arrive aussi et ce qu'il faut pas oublier, c'est le confort d'été. Parce qu'on le voit, notamment dans les villes, il fait de plus en plus chaud. On a des canicules de plus en plus fréquentes, qui vont être aussi de plus en plus longues. Et ça, c'est un enjeu qui est important, qui peut être notamment pour des populations beaucoup plus fragiles, plus mortelles que le froid l'hiver. Donc il faut vraiment, oui, améliorer l'habitat pour améliorer son confort d'hiver, pour améliorer l'enveloppe, pour que ce soit un habitat qui soit beaucoup plus confortable l'hiver, mais aussi l'été. Et quels vont être les grands enjeux pour un groupe comme Leroy Merlin, mais aussi comme pour nous, Vilogia, et puis même de manière individuelle? Quels sont les grands enjeux de l'habitat? Alors, de toute façon, c'est sur la rénovation de cet habitat. Nous, c'est un grand enjeu pour Leroy Merlin, mais j'imagine que sur votre bâti, la rénovation... On a commencé avec Energy Sprong et ce genre de projet-là, voilà, effectivement, qui amène des rénovations thermiques. Voilà, donc c'est comment on rénove, mais de façon responsable et qui a un impact environnemental moindre, parce que voilà, il faut aussi qu'on protège notre planète et qu'on en soit bien conscient. Un autre sujet, ça va être aussi le vieillissement de la population. Ça, on le voit avec l'évolution démographique. Il y aura de plus en plus de personnes âgées. Et donc, c'est comment on adapte le logement pour cette population-là, qui veut rester vivre le plus longtemps possible chez elle, et pas forcément aller dans des EHPAD ou dans des logements collectifs. Donc c'est aussi comment on appréhende cette évolution démographique et donc l'impact que ça va avoir sur le logement, parce qu'aujourd'hui très clairement les logements sont pas adaptés. Là on le voit sur l'île, mais les maisons 1930, 13 en longueur, 13 en hauteur, quand on chute dans son logement ou quand on a des difficultés pour se déplacer ou pour monter les escaliers, c'est une vraie problématique. Et donc, il faut pouvoir travailler et prendre en compte aussi la thématique de l'adaptation du logement au vieillissement. Objectif, s'adapter et adapter le logement. C'est une combinaison assez fine et c'est pour ça aussi qu'on a intitulé notre ouvrage Apprendre à habiter. C'est qu'en fait, on essaye d'adapter notre logement, mais nous aussi, on doit aussi un peu s'adapter à lui. Et donc, il y a toutes des processus d'apprentissage à tous les âges et à tous les moments de la vie dont il faut avoir conscience.
Alors tous ces sujets-là, vous pourrez les retrouver dans cette publication que j'invite toutes les personnes qui nous regardent à consulter sur le site de Leroy Merlin Sources. Tellement de matière à discussion qu'on aurait pu faire un deuxième épisode d'ailleurs avec vous. Merci beaucoup Claire de nous avoir partagé ces études très intéressantes de Leroy Merlin Sources et toutes ces perspectives aussi sur l'habitat de demain. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir été présents pour ce deuxième épisode de Midi 29 Quoi de neuf à Station V by Vilogia. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires, vos réflexions sous la vidéo. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. À la prochaine!